Est-ce que tout d'abord, il y a déjà des questions dans la salle pour réagir, demander des précisions à l'un des intervenants? Oui, une question. Alors, il y a un micro qui arrive, vous inquiétez pas. Merci pour votre intervention. Donc, j'ai compris l'intérêt de conserver les œuvres et de pouvoir les reproduire ou les revoir à différents endroits ou dans le futur, mais est-ce qu'on ne dénature pas un petit peu l'œuvre en la rendant accessible ou trop accessible à d'autres personnes qui pourraient la consulter, soit avec des matériaux non appropriés, ou est-ce que vous n'avez pas peur, en tout cas, d'une mauvaise direction d'une direction que vous n'aurez pas voulu qu'une œuvre pourrait prendre? Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que c'est pour moi? À tous les deux, je pense que ça vous concerne. Alors, qui veut répondre en premier? Est-ce que Shakespeare serait posé cette question-là? C'est-à-dire, il faut revoir ce qu'on entrevoit avec une œuvre d'art. Je veux dire, il faut accepter, dans un monde où la variabilité fait partie des œuvres, qu'il y a des marges de changement possibles. Et la notion, justement, d'identité ou d'intégrité, je veux dire, on a associé des valeurs à l'authenticité de l'œuvre. Et là, je pense qu'il faut les revoir. Mais je pense que Shakespeare a été monté de maintes et maintes façons, dans maintes langues, dans des traductions. Je ne sais pas si c'est toujours la traduction tient compte du contexte britannique, de la langue anglaise. Aussi, quand on écoute Sarah Bernard interpréter un texte, où on l'écoute aujourd'hui, c'est pas du tout la même façon d'interpréter. Donc, moi, en tant qu'artiste numérique, je me sens plus proche du théâtre que, justement, de la peinture. Pourquoi il faut absolument... Bon, on a une tradition de maintenir les objets, disons, intégralement. Une autre question que je me pose, est-ce qu'on aimerait la Vénus de Milo avec ses bras? Si elle a perdu ses bras, elle a peut-être gagné quelque chose d'esthétique qu'elle n'avait pas avant, parce qu'on l'aime comme elle est là. Et personne rêve des bras de la Vénus de Milo. Donc, je pense qu'il faut voir les objets d'art comme des choses qui vont évoluer nécessairement dans le temps. Et puis, on va les rattacher tant bien que mal à une origine, mais il faut accepter qu'il y a une marge de manœuvre, surtout à l'époque où la culture est extrêmement variable. Et ça fait partie de notre époque, cette capacité à accepter la variabilité. Merci. Valérie Perrin, non? Pas mieux. Pas mieux. Une autre question. À Nolga, en bas, il y a quelqu'un qui me pose une question. Je veux juste dire qu'en fait, ne serait-ce qu'un tableau, c'est pour rajouter ad hoc un tableau qui a été produit dans certaines circonstances lorsqu'il se retrouve au musée. Certaines personnes disent qu'il est déjà dénaturé. Donc, pour moi, c'est un problème qui ne se pose pas, en fait. La question, c'est un problème un peu inexistant. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir ce que ces œuvres-là, dépendant de leur déclinaison, qui vont se cristalliser dans un contexte particulier, comment ces œuvres-là vont se déployer dans la conscience des gens et des usagers. Parce que le contexte ne sera jamais parfait. Il va toujours être imparfait par défaut. Alors voilà, donc la préservation est impossible, mais la continuation l'est, je crois. Ou parfois ne l'est pas et n'est pas toujours nécessaire non plus. Vous voudriez réagir à ce propos? Juste rebondir aussi sur ce que disait M. Dubois par rapport aux écrans tactiles. C'est vrai que en 1996, lorsqu'il y a eu cette œuvre, on n'avait pas du tout l'habitude de toucher un écran pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a aussi le comportement du public qui évolue, qui change. Et c'est une composante qui est quasiment impossible à circonscrire. Donc c'est vrai que le problème de la conservation des œuvres d'art numérique, c'est un challenge permanent et voilà, c'est passionnant. C'était difficile à l'époque d'utiliser zone franche, ça l'est encore, parce qu'aujourd'hui, les gens ont des réflexes de iPad. Donc, ils vont essayer de manipuler l'écran avec des mouvements de iPad qui n'existaient pas. Donc, ils essaient de zoomer, ils essaient de faire des mouvements qui ne fonctionnent pas. Donc, pour eux, c'est aussi difficile de le faire fonctionner qu'à l'époque. Puis
parce qu'ils doivent désapprendre ce qu'ils sont à l'habitude de faire. Donc, et c'est peut-être là, c'est intéressant parce que je l'avais présenté avec, dans une exposition organisée entre autres par Anelga aux Arts et Métiers en 2015, je crois. Et puis, étrangement, j'avais peur que les jeunes s'ennuient rapidement parce que ça ne va pas assez vite, ça ne bouge pas assez vite, il n'y a pas assez de manipulation possible. Et au contraire, il y avait il me disait « Ah, c'est génial, c'est vintage ». Donc, ils avaient, bon, c'est sûr que c'était l'équipement d'époque, mais en même temps, on va toujours sentir qu'on va toujours inventer une forme d'aura à l'œuvre. Quand on sait qu'elle vient du passé, on va s'accrocher, on va être indulgente à l'œuvre parce qu'on se dit « Ah, ben finalement, j'ai un contact à une image de 256 niveaux de gris. » Et c'est comme, oh mon Dieu, ça ne marche pas toujours bien parce qu'il n'y a pas assez de niveaux de gris, mais ça donne une valeur, comme un vieux film 16 mm. Donc, est-ce qu'il faut reproduire le côté vintage dans son activation ultérieure? Je ne sais pas. Moi, c'est beaucoup plus l'intention et l'expérience. Essayer de imaginer l'intention et l'expérience qu'on doit avoir. Samuel Bianchini a fait un catalogue de ses publics. Donc, le catalogue, on ne voit pas les œuvres, on ne voit que les publics devant les œuvres. Donc, en art interactif, il faut aussi documenter les interactions avec le public parce qu'on n'interagira pas dans l'avenir de la même façon. Et au niveau anthropologique, de voir comment les publics aujourd'hui réagissent fait partie de l'œuvre. Donc, il faut aussi conserver la réception des œuvres et non pas seulement les œuvres. Donc, je pense que les musées ont plein de défis intéressants à aborder. Et puis, je pense qu'il faut peut-être aussi amener d'autres théories, parce que la théorie de Goodman n'est pas vraiment enseignée chez nous en muséologie. C'est quelque chose que la logographie, l'autographie n'existe pas. C'est pas un concept. Les gens ont souvent des idées reçues sur ce que doit être une œuvre, ce qu'est l'authenticité. Parce qu'on parle beaucoup d'authenticité, mais qu'est-ce que l'authenticité? Ça, c'est une question qu'il faut définir à l'origine. Merci. Vous vouliez réagir, Valérie Perrin? Non, non, je voyais que... En fait, voilà, nous, ce qu'on essaye de faire lorsqu'on acquiert une œuvre, c'est d'avoir... On a une très longue discussion, un questionnaire sur effectivement qu'est-ce que l'authenticité, l'identité d'une œuvre. Mais c'est un questionnaire qu'on a établi maintenant il y a 3-4 ans. Et je pense qu'il faut aussi le revoir. Donc parce que c'est vrai que, par exemple, la question du public n'est pas du tout abordée dans ce questionnaire. Donc, il y a plein d'éléments. En fait, rien n'est figé, c'est une constante évolution. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu épuisant, mais voilà, c'est la problématique actuelle. D'accord, merci. C'est vrai que c'est vraiment fascinant comment la nature de l'œuvre en fait varie avec l'évolution technologique et quelque part il y a un niveau historique qui intervient, une couche comme ça d'histoire, c'est-à-dire qu'on a à la fois le contact de l'œuvre, mais aussi le contact d'une technologie plus ancienne et qui se découvre par l'œuvre aussi. Il y a quelque part la transparence, la fausse transparence du média numérique qui cherche à, plus on avance dans l'évolution technologique, moins on voit comment ça fonctionne. Et effectivement, dans les dispositifs des années 90, etc., on avait une accessibilité au fonctionnement numérique qui permet aussi que l'œuvre des années 90 peut aussi déjouer. Donc c'est vraiment l'intérêt aussi, effectivement, de travailler avec des matériaux, de continuer à travailler avec des matériaux anciens. Et je me demande en fait comment, au bout d'un moment, est-ce que vous allez toujours trouver par exemple des écrans qui diffusent que de 56 couleurs? Est-ce que c'est important d'avoir ces écrans-là? Des écrans par exemple cathodiques? Est-ce que vous travaillez encore avec des écrans cathodiques? Non, plus du tout. Ouais, moi, mon intérêt, c'est que l'œuvre soit vue par le plus grand nombre de personnes. Actuellement, c'est un problème. À l'époque, c'était pour faire le prototype, mais aujourd'hui, c'est un problème pour la montrer. Donc, même si c'est un problème pour les musées, c'est un problème. Les gens qui font de la restauration, ils ont été formés en chimie, pas en informatique. Donc, c'est difficile de leur mettre le problème entre les mains. Je veux dire, de plus en plus, ils s'ouvrent à ça, mais si on regarde le nombre d'œuvres acquises, on reste beaucoup dans les formats d'œuvres, les types d'œuvres habituels. Je parlais de l'art du 19e siècle.
l'art contemporain est grandement 19e siècle, même si les concepts sont plus récents. Les matériaux, les manières de faire, les enseignements de l'art sont encore datent du 19e siècle, en grande partie des beaux-arts. Ce n'est pas un problème en soi, mais on est encore dans cette dynamique-là, même si on est à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a encore beaucoup de traditions qui sont maintenues, entre autres par les institutions. Je dirais plus généraliste, je ne parle pas de votre institution, mais les musées nationaux qui collectionnent l'ensemble, ils n'ont pas la même, disons, sensibilité. D'ailleurs, la peinture a encore beaucoup d'avenir dans le domaine parce que, justement, c'est assez stable. Ça permet de dire, mais dans 20 ans, 50 ans, un collectionneur dit, mais je veux garder l'intégrité de ce que j'ai acheté. Si on achète une œuvre numérique, ben, tout l'équipement a une durée garantie d'1 année. Donc, ce qu'on vend, c'est un événement, ce n'est pas un objet. Donc, est-ce qu'on est prêt à acheter quelque chose qui va fonctionner pendant 1 année? C'est la question qu'on peut se poser d'un côté. Mais si c'est le scénario qu'on peut refaire dans différentes technologies, là, c'est autre chose. On touche à un problème, en tout cas en France, qui est important, puisque effectivement, je crois que dans les collections des FRAC, donc qui sont ces institutions qui ont des collections d'œuvres d'art, il y a à peu près, je crois, si quelqu'un peut me corriger, je crois qu'il y a rarement plus de 10% d'œuvres d'art numériques dans les collections. Donc il y a un patrimoine qui est en train de disparaître. Quelqu'un aurait une autre question, un commentaire là-dessus? Oui. Merci. C'est une question pour Jean. Mais toi, quel est ton rapport avec tes œuvres? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, quand tu parlais des boîtes tout à l'heure, etc., de l'aspect vraiment là, très matériel, bon, elles sont documentées, il faut dire qu'il y a ton site, en fait. Excuse-moi, je fais la réponse en même temps que la question, parce que je me disais, le fait de ne plus avoir accès à son propre travail et à sa mise en œuvre, voilà, comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu le vis déjà? Voilà, bon. Bien, la question fondamentale, c'est qu'on passe du temps à sauver les vieilles œuvres ou à en fabriquer de nouvelles. Donc, ça, c'est la question. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais abordé le musée, pour savoir si, avec l'urgence de la destruction matérielle de l'œuvre, est-ce qu'il y avait un intérêt historique à le faire maintenant? C'est-à-dire, pour eux, d'établir une stratégie, de dire, est-ce que c'est une urgence ou est-ce que c'est meilleur pour moi de faire des nouvelles œuvres et de dire, bien, je m'en équiperai plus tard, ou il y avait cette question-là que j'avais à résoudre. Mais aussi, les musées changent aussi chez nous, les musées changent un peu d'orientation. Ils m'ont dit, non, écoute, on serait plus intéressé à te commander une œuvre que la restaurer. Parce que les musées veulent être aussi à l'origine de l'histoire. Ils ne veulent pas être à la fin du processus. Chez nous, de plus en plus, la commande d'œuvres accompagne l'acquisition de l'œuvre, comme si les œuvres faites en dehors du musée avaient moins d'importance. Donc, ils m'ont dit, mais on serait plus intéressé à faire une commande que restaurer ce qui existe déjà. Donc, c'est des questions stratégiques qu'il faut se poser. Moi, je pense que l'intérêt de conserver les œuvres, c'est de montrer que 10 ans avant Apple, les artistes pensaient à un langage d'images qui se touche. Et qu'on a le mythe de l'innovation qui passe par les multinationales est souvent basé sur des travaux artisanaux qui datent bien avant eux. Les technologies de Jeff Hahn existaient. On a trouvé des traces d'étudiants au Japon qui faisaient des écrans multitouch bien avant Jeff Hahn, mais c'est Jeff Hahn, avec l'aide d'Apple, qui a pris la paternité du multitouch. Mais pourtant, en 1996, j'écrivais à des compagnies d'écrans tactiles pour dire, est-ce que vous, je ne sais pas comment vous le nommez, mais est-ce qu'on pourrait faire du multitouch avec des écrans? Est-ce qu'on pourrait faire un programme de recherche? Parce que juste un doigt sur un écran, c'est un peu ennuyant, on pourrait faire autre chose. Et les compagnies disaient non, parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Pourquoi on ferait du multitouch et du multitouch grand format en plus? Donc, je pense que c'est intéressant de voir comment les gens pensaient les choses avant qu'elles existent de manière industrielle. Mais juste pour ça, pour moi, ce serait un enjeu. Savoir si je serais plus heureux comme artiste. Moi, je suis heureux quand je crée. Et là, je me pose la question, est-ce que je serais plus heureux de maintenir une vieille création ou d'en faire une nouvelle? Et là, je n'ai pas la réponse vraiment. C'est savoir d'où je vais avoir de l'aide ou
du financement. Si j'ai du financement pour la création, je vais aller vers la création. Si j'ai du financement pour la conservation ou la préparation de l'activation ultérieure, je vais aller vers... Mais il n'y a pas beaucoup de budget pour faire ça. En tant qu'artiste, on n'a jamais de budget pour restaurer des œuvres. C'est les musées qui ont ces budgets-là, en général. Mais si eux commandent des œuvres au lieu d'en restaurer, je ne sais pas comment on va réussir à trouver les fonds et les expertises pour le faire. Donc, pour moi, la question reste totalement ouverte. Ça va être l'opportunité qui va probablement déterminer ce que je vais faire. Compléter, il commande une nouvelle œuvre, c'est-à-dire une œuvre qui n'a rien à voir avec celle qui aurait pu être restaurée, ou j'ai pas compris. Ils vont commander une œuvre. Ils voudraient commander du Jean Dubois de 2017. Okay. Pas une réinterprétation. Une œuvre récente. On est dans l'innovation. Même les musées sont axés sur l'innovation. Une autre question? Moi, je me posais la question à vous entendre. Donc, il y a quand même un choix qui est fait. Certaines œuvres vont être réactivées, retravaillées, reproduites pour effectivement aller contre cette espèce d'oubli permanent qui est aussi l'envers de l'innovation technologique. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas l'être. Donc, c'est un choix que vous faites. Certaines œuvres, vous n'allez pas les réactiver, vous allez les... Quelle valeur vous donnez aux documents de l'œuvre, par exemple aux images, ce qu'il y a sur votre site internet, etc. Est-ce que pour vous c'est du document, c'est important? Enfin, je pensais au land art, je ne sais pas s'il y a des comparaisons à faire. Je sais pas. Mais même la documentation doit être refaite. Oui. Parce qu'il y a la résolution des images, vous avez vu, plus les œuvres sont vieilles, moins la documentation est claire. Aussi, le problème, c'est pas que c'est seulement moins clair, c'est que les technologies de compression évoluent et si on n'a pas conservé les premières versions, bien, elles vont disparaître aussi. Donc, il y a aussi à mettre à jour et faire la restauration de la documentation. Donc, il y a une stratégie à plusieurs niveaux. Mais ça, en même temps, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'aide pour ça parce qu'on a encore dans la tête, le tableau est fait, l'artiste peut s'en aller, tout est réglé. On en a pour 100 ans. Mais dans notre cas, toutes les œuvres ont une durée de vie assez restreinte. Et quand on me demande, est-ce que tu veux représenter une œuvre, la Zone Franche est hors circuit pour le moment. Mais depuis juin dernier, parce que je ne peux pas me permettre de transporter l'œuvre encore. Donc, c'est des questions, ça dépend. Si quelqu'un dit, ça va coûter aussi cher de la restaurer que de la faire, je vais avoir un gros nom à la fin. Dire quelque chose? Non. Réaction? Oui, là-haut. Et est-ce que du coup, ces questions de... Ça fait bien. Toutes ces questions sur le temps, l'œuvre qui va disparaître, etc., est-ce que du coup, ça devient un paramètre créatif pour vous? Est-ce que vous en tenez compte dans vos créations? Pour la conservation, pour... à partir de maintenant, c'est sûr que ma conclusion, la première conclusion, c'est que je dois être de plus en plus allographique pour aussi simplifier, parce que les œuvres depuis, je les ai fait reprogrammer. C'est vraiment des instructions. J'envoie ça à un programmeur, un ingénieur, et puis ils vont refaire l'œuvre dans les technologies d'aujourd'hui. Et étrangement, des fois, j'utilise des vieilles technologies qui sont plus stables que les nouvelles, juste pour le fait qu'ils sont plus stables. Donc, à chaque fois, c'est une nouvelle stratégie. C'est vraiment un plan, c'est comme un plan d'attaque qui doit être refait à chaque fois. Donc, la tactique est importante. Il y a une stratégie, on veut faire passer une idée, on veut faire passer une émotion, une expérience. Ça, c'est la stratégie. Et après ça, à chaque fois, on déploie la stratégie. Il faut penser à un nouveau terrain, une nouvelle époque, un nouvel équipement. Et là, au niveau tactique, on change des paramètres. Mais ça, c'est à découvrir à chaque fois. Et ça rend les œuvres plus difficiles aussi à financer. C'est toujours... Souvent, c'est le problème financier. On me demande souvent de présenter mes œuvres et quand j'envoie la facture, les gens se disent « Oh, finalement, ça coûte beaucoup. » Les gens voient une installation, me demandent de la présenter. Là, j'envoie le devis, ça prend 8 projecteurs.
Et là, bon, les gens font un calcul rapide. Ça n'avait pas l'air de 8 projecteurs, oui, mais l'effet spécial que tu as vu, c'était parce qu'il y avait 8 projecteurs. Mais tu n'as pas vu les 8 projecteurs. Donc, à chaque fois, c'est à redéfinir. Mais même pour les vieilles œuvres, moi, j'aimerais bien les mettre sur Internet. J'avais proposé au musée, on les refait toutes, et puis le musée va les diffuser sur iPad. Donc, on va en faire une bière deux coups, on va refaire vivre l'œuvre, on va la reprogrammer pour lui garder sa temporalité d'origine, mais avec une diffusion différente. Avec un contexte qui va être différent. Parce qu'à l'origine, moi, je rêvais d'un Internet avec plusieurs couleurs. Je rêvais d'un Internet avec des écrans tactiles en 96. Parce que, je sais pas, vous étiez probablement pas nés, mais à l'époque, une page web, c'était un fond gris, du texte noir et des liens bleus. Il y avait à peine... Nous, on avait des vrais GIFs naturels qui étaient utiles à l'époque parce que c'était une percée. Aujourd'hui, un GIF, c'est un gadget, disons, passéiste, mais ça a une saveur, vintage, justement. Mais à l'époque, c'était le maximum qu'on pouvait obtenir d'un ordinateur, c'était de jouer un micro-GIF sur une page. Donc, je rêvais. Donc, c'est pour ça que je suis passé à la borne interactive à Director, parce que je dis, je veux du son, je veux de l'animation, je veux plus de nuances, mais je rêvais de faire du web de cette façon-là, mais c'était impossible. Oui, moi je ne suis pas spécialiste du champ du numérique, mais ce qui me frappe à vous entendre, c'est que dans d'autres champs de l'art contemporain, on observe cette tendance à l'allographisation, précisément, et qui requiert, comme vous le montriez extrêmement bien, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, le fait de nuancer cette opposition telle qu'elle est faite par Goodman. Alors je pense à des gens qui aujourd'hui vont concevoir des œuvres qui ont d'emblée différentes formes de manifestations possibles, qui sont non hiérarchisées, dont on ne peut pas dire finalement que ces différentes manifestations constituent un tout, mais néanmoins elles sont reliées. Et donc là, il y a des espèces de nuances à trouver. Je crois que là, il y a vraiment à réfléchir sur ces œuvres qui ne sont pas complètement allographes ni autographes. Il y a des nuances. Et donc, peut-on penser qu'il s'agit là d'une influence d'une culture numérique sur ces œuvres? Enfin, en tout cas, il me semble que ça déborde le champ des œuvres strictement numériques. C'est pour ça que je disais que notre époque, c'est l'époque de la variabilité. Parce que aujourd'hui, Tino Segal, par exemple, il vend des scripts à des musées qui peuvent activer. Ces scripts-là sont confidentiels. On n'aura jamais accès aux documents. On a accès seulement à l'exécution de ce que Tino Segal a vendu au musée, par exemple. Donc, on est dans une œuvre variable. Félix González-Torres, avec son tas de bonbons qui vaut au poids de son amant et qu'on peut manger et qu'on doit mettre dans un coin, empiler dans un coin, c'est une œuvre variable. Donc, moi, je pense que le numérique fait partie d'une époque où la variabilité n'est pas que numérique. On passe dans un monde qui a d'autres valeurs que... On a été longtemps dans un monde de la pérennité, où il fallait faire en bronze, en pierre, sur des tablettes d'argile, tout ça. Il fallait garder les artefacts le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, il faut que les artefacts se diffusent le plus rapidement possible. Donc, on a affaire avec un autre type d'artefact, où c'est les idées, les concepts, les notations qu'on partage davantage. Je ne dis pas que ça rend caduque le reste, mais c'est une nouvelle valeur qui émerge et qui commence aussi à influencer toutes les formes d'art. Et ce n'est pas nécessairement le numérique qui fait ça. Le numérique participe à cette évolution générale. Il la confirme et l'amplifie. Mais je ne crois pas que Borges a pensé l'hypertextualité avant Internet. Quand on lit Borges, on comprend ce que peut être Internet aujourd'hui. Il l'avait imaginé dans le fantastique. Donc, je pense qu'il y a une épistémée de la variabilité aujourd'hui, je pense, à notre époque. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ou on va... Oui, une dernière question. J'aimerais avoir votre point de vue sur vous deux.
cette transition de l'art analogique à l'art numérique, parce qu'il me semble que les œuvres, un grand nombre d'œuvres qui utilisent des technologies analogiques sont plus faciles à restaurer, en tout cas à moyen terme, parce que c'est assez facile de réparer un téléviseur, dans la mesure où les pièces existent encore. Par exemple, une installation ou un synthétiseur vidéo de Nam June Paik ou de Jean-Pierre Boyer ou d'autres. Par rapport aux œuvres numériques où les supports semblent... en fait, la vitesse d'obsolescence me semble beaucoup plus rapide. Alors, j'aimerais peut-être vous entendre à ce sujet. Valérie ou Jean? En fait, je ne comprends pas tellement la question, parce qu'il y a déjà toutes les réponses dans la question. Si. C'est pas vraiment une question, c'est peut-être un commentaire, mais peut-être vous pourriez ajouter quelque chose. Parce que j'ai vu, par exemple, que dans votre collection, vous aviez des œuvres de Paik, vous avez des œuvres de Jody. Ce sont des œuvres qui coexistent, enfin, ce sont des corpus d'œuvres, je ne sais pas que ce sont des œuvres dans le cas de l'espace Gantner, qui coexistent dans un même espace de préservation, mais dont les natures sont extrêmement différentes. Une œuvre de Jody, c'est en HTML5 probablement, et en même temps, le HTML5, ça reste dans le numérique quelque chose qui est relativement stable. Regardons le site de UbuWeb, par exemple. Kenneth Goldsmith, qui a fondé ce site en 96 ou quelque chose comme ça, dit qu'il ne changera jamais de standard parce qu'il sait que c'est stable. Alors que s'il adopte des nouveaux langages à la mode, comme on voit sur le web, ça risque d'être obsolète dans quelques années et ne plus fonctionner même dans certains cas. Donc, Jody, c'est assez stable, mais c'est numérique. Paik a travaillé numérique dans la pré-production de la vidéo, mais les installations de Paik sont vraiment analogiques. C'est des distorsions de canons à électrons et tout. Alors, tant que les pièces existent, ça va. On peut les restaurer. Mais il y a certains types d'œuvres. Par exemple, les œuvres de Jean sont fragilisées par des supports technologiques qui évoluent très rapidement, beaucoup plus que les œuvres analogiques, qui correspondent aussi à une époque où la technologie évoluait très lentement. Et peut-être que ma question, s'il y en a une, c'est de savoir si je rêve à savoir si, dans le fond, peut-être une œuvre de Paik, dans 50 ans, va être aussi difficile à restaurer qu'une œuvre de Jean Dubois aujourd'hui. Je pense qu'elle sera aussi difficile à restaurer, parce que c'est vrai qu'il y a l'analogique, il y a énormément de choses qui disparaissent maintenant aussi. Après, par rapport au numérique, mais c'est très certainement pour ça qu'il y a très peu d'institutions qui se lancent dans l'achat d'œuvres d'art numérique. C'est que c'est très compliqué à conserver, et que nous, on ne se posait pas trop de questions quand on a commencé, que les questions, on les a au fur et à mesure qu'on fait vivre la collection. Mais en même temps, c'est quelque chose de très riche, parce que rien n'est figé, et ça demande à l'équipe de trouver énormément de stratégies, parce que je pense que là maintenant nous on va plutôt travailler avec des Fab Labs aussi pour tout ce qui est avec des bidouilleurs vraiment géniaux pour pouvoir réfléchir à la conservation des œuvres d'art numérique. Et puis ce qui se passe aussi actuellement, là, la dernière œuvre qu'on est en train d'acquérir, c'est Masquerade de Félicien Goguet, qui est un jeune artiste et qui lui dès le départ nous a posé la question de la conservation. Et lui, dans son processus artistique, ses œuvres, c'est plusieurs versions. Donc là, nous, on va acquérir une nouvelle version qu'il va venir travailler aussi chez nous. Et dans son processus créatif, rien n'est figé. C'est-à-dire que son œuvre Masquerade, c'est quelque chose qui va évoluer. Donc, encore une fois, c'est un beau challenge. C'est pour ça que je propose d'autres catégories qu'analogiques, numériques, avec cette vieille distinction autographique et allographique, parce que ça peut aussi toucher d'autres types d'art. Ça élargit le problème et ça risque d'aider le numérique parce que le problème se pose ailleurs aussi. C'est-à-dire que ça risque de sensibiliser les gens en muséologie à ces problèmes-là. Comme je disais, ils sont surtout formés en chimie, moins en électronique. Et bientôt, peut-être en anthropologique, si on veut vraiment documenter les réceptions des œuvres. Moi, je pense que c'est un autre enjeu fondamental parce que c'est une œuvre d'art, c'est fait pour réunir les gens. C'est pas fait pour exister dans une réserve. Donc, documenter de dizaines d'années en dizaines d'années comment les gens regardent les œuvres, comment ils les pensent, comment ils les imaginent. Moi, quand je regarde le Caravage, moi, je regarde ça beaucoup plus de manière formaliste que les gens de l'époque, probablement. Je ne connais pas du tout les codes symboliques derrière ça. Je dis, quelle
c'est un clair-obscur fantastique, mais on m'a montré, à regarder le clair-obscur, on ne m'a pas donné les outils pour connaître tout ce qui était à l'intérieur. Donc, moi, je pense qu'il faut ouvrir le débat. Je pense que ce n'est pas juste une question de numérique analogique, c'est vraiment qu'est-ce qui... même la documentation, ça pourrait être suffisant. On pourrait dire on documente très bien les œuvres, et puis, bon, mais tant pis, ça coûte trop cher à maintenir. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'évoquer comme un événement historique. On regarde Churchill donner la main à Roosevelt, puis ils sont morts, ils ne sont plus là, mais on a la photo qui nous rappelle qu'ils se sont donné la main à un moment donné clé de l'histoire. C'est peut-être ça ou c'est l'avenir, je ne sais pas.